Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, Bonjour je à tous. reçois Emric. Bonjour Emric, Bonjour, comment ça va? ça va nickel, il fait beau en plus. Ce matin, on va parler d'un sujet qui concerne les relations entre les managers et les collaborateurs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans les motifs de départ des salariés en entreprise, le top 3, c'est premièrement la reconnaissance, deuxièmement le salaire, troisièmement les relations avec mon manager. Après, quand on parle de reconnaissance, évidemment, ça laisse entendre que c'est aussi un problème de management. Alors, il y a une étude qui dit que 68 des employés souhaitent ou envisagent de quitter leur job parce que justement, ils ne se sentent pas soutenus par leur manager. Donc ce matin, en fait, Emeric va nous expliquer comment s'y prendre, comment, pas forcément rééquilibrer, mais changer la donne, comment transformer cette posture et faire en sorte que les relations, soient les plus, déjà soient acceptables, heu, et va vous expliquer avec quel type d'outils on peut notamment créer des équipes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Donc je vais laisser Emeric vous présenter tout ça pendant à peu près, une vingtaine de minutes et puis ensuite on répondra, à vos questions. Parfait, merci Christophe. Du coup, bonjour à tous, je suis vraiment, content de vous retrouver pour ce webinaire où, comme Christophe a dit, on va parler, de management et de leadership, en essayant vraiment de capitaliser sur ce que nous dit la science du leadership pour déterminer, in fine, quelques best practices qui vont vous aider à maximiser, la performance de vos managers et de vos leaders. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Aymeric, je suis, psychologue et directeur scientifique chez Assess First. Et pour lancer ce webinar, je vais commencer par vous poser, une petite question qui est issue d'une étude qui a été faite, par le MIT. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre. Selon vous, quelle proportion de professionnels, donc de collaborateurs, d'employés, pensent que, les leaders et les managers de leur entreprise ont le bon état d'esprit pour, prospérer dans le futur? Hop, bonjour à tous, donc n'hésitez pas, on est à 22 réponse C, donc pareil, c'était 22. On a beaucoup de C. Laurence qui nous dit B, Camille qui nous dit B également, Élise qui nous dit B, donc pas mal de B et quelques C. Laurent qui nous dit C également. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. C pour Marine, B pour Nolin. OK, donc on a B j'espère, on nous dit. Alors B j'espère, mais malheureusement, la réponse c'est, 22, donc réponse C. Je devrais même plutôt dire seulement 22. Donc on a seulement une personne sur 5 quasiment, qui pense que les leaders de son entreprise ont le bon mindset pour être performants, dans le futur et driver l'entreprise dans le futur. Donc vraiment, un pourcentage qui est extrêmement faible. Autre petit exercice, si vous avez, une page Google qui est ouverte sur votre navigateur, et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais essayez tout simplement de taper juste «Mon manager est» dans la barre de recherche Google. Donc je vous laisse un peu de temps pour le faire. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de votre côté, mais je vais vous montrer ce qui apparaît de mon côté quand je tape cette recherche-ci. On va retrouver, mon manager est toxique, mon manager est nul, incompétent, misogyne, manipulateur, un idiot. Petite mention spéciale tout de même pour, le mon manager est amoureux de moi. Et je regarde dans le chat aussi en parallèle, du coup, on a, mon manager est toxique. Toxique, premier mot, forcément qui revient pour tout le monde. Donc vraiment quelque chose qui nous met en éveil par rapport au mode de management actuel. Donc au final, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves, scientifiques et empiriques, qui nous montrent que le leadership et le management dans les entreprises actuelles, sont inadéquats, toxiques, comme on vient de le voir, voire que certains sont, carrément incompétents. Et c'est un réel problème, quand on sait, comme le disait Christophe, en introduction, que les gens ne quittent pas forcément l'entreprise, mais plutôt un manager. Avec par exemple 52 des employés qui ont quitté leur job depuis, début 2022, qui ne se sentaient pas suffisamment valorisés par leur manager. Ou alors aussi problématique quand on sait que le faible engagement qui est lié à tout ça, ça a un impact hyper négatif, sur la performance, avec des pertes de productivité qui peuvent, se chiffrer en plusieurs centaines de milliards, de dollars, notamment aux États-Unis.
Ce qui est génial par contre, c'est que l'ensemble de ces constats, ça mène à une forte prise de conscience des problèmes de management actuels, et que ça soit au final la pandémie, le quiet quitting, récemment ou encore l'épidémie de désengagement, tout ça, ça en quelque sorte catalyse pardon, notre perception, du gap entre ce que devraient être les leaders et les managers de notre entreprise, de nos entreprises plutôt et ceux qu'ils sont, réellement. Et ça soulève énormément de questions, sinon je pense que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, on a encore trop tendance à, tout simplement se poser les mauvaises questions. Puisqu'en général, ce qu'on va surtout chercher à comprendre, c'est les caractéristiques des bons leaders de demain, les bons leaders de 2030 par exemple. Et aujourd'hui, en 2023, si vous allez checker les articles qui sortent sur le leadership, c'est, ce sujet, quasiment parfois unique, que ces articles vont adresser. Et la conclusion de ces articles, elle est simple, c'est que le leader de demain, c'est un leader empathique, un leader qui est, curieux, visionnaire, coach, responsabilisant, donc vraiment tout ce genre de qualités. Donc une conclusion qui est somme toute très intéressante et je pense que bon nombre d'entre vous, vont être d'accord avec ça. Ce qui est marrant par contre, enfin marrant, ça me choque un peu plutôt, c'est d'aller voir ce que racontaient ces mêmes articles, sur ce qui fait le bon leadership, dans le passé, il y a quelques années. Et si on s'intéresse à ça, on se rend compte que les articles de 2020 qui décrivaient le bon leader de 2025, décrivaient un leader empathique, curieux, coach, visionnaire, adaptable, responsabilisant. Les articles de 2015 qui nous décrivaient le bon leader de 2020, décrivaient un leader qui était empathique, curieux, coach, visionnaire, adaptable, responsabilisant. Et si on va encore plus loin sur les articles de 2005 qui nous décrivaient le bon leader de 2010, bingo, on nous décrivait un leader empathique, curieux, coach, visionnaire, adaptable, responsabilisant. Bref, je vais pas remonter plus loin, vous avez compris. Ça fait des dizaines d'années au final, même des centaines d'années qu'on connaît pertinemment les caractéristiques des bons leaders, et ça, quelle que soit l'époque, ça change quasiment pas. Ça fait plus de 100 ans qu'on sait que ce qui fait le bon leadership, c'est avant tout, on va dire un pouvoir avec les hommes plutôt que sur les hommes et ce que nous montre la science, depuis un moment, c'est que 3 domaines de personnalité, donc 3 domaines de traits de personnalité vont permettre aux leaders et aux managers d'être performants et ces 3 domaines, c'est l'agréabilité. Donc est-ce que, ce manager est, on va dire, ouvert aux autres? Est-ce qu'il va mettre en place un mode de management plus participatif, consulter les autres, accepter les critiques? 2e domaine, ça va être la sphère d'ouverture intellectuelle. Donc est-ce que c'est quelqu'un de curieux, qui va s'adapter au changement, donc ce côté adaptable, qui va aussi être en mesure de partager une vision. Et 3e domaine, ça va être ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. Donc, dans quelle mesure ce manager va être en mesure de contrôler ses émotions, de gérer son stress et de ne pas le communiquer, on va dire, aux équipes. Donc, vraiment, 3 domaines plutôt de personnalité qui ont depuis plusieurs centaines d'années démontré leur impact sur la performance des leaders et des managers. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que la personnalité, à elle seule, elle va permettre d'expliquer jusqu'à 50 de la réussite, d'un manager ou d'un leader. Donc vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, recruter des leaders et managers performants, ça passe par un focus sur leur comportement et leur personnalité plutôt que sur leur expertise. En sélectionnant in fine vos leaders et managers sur base, de leur personnalité, vous mettrez les meilleures chances de votre côté pour sélectionner des leaders et des managers qui sont réellement efficaces, qui vont avoir un impact bénéfique sur les équipes, sur l'engagement des collaborateurs et aussi sur les performances de votre entreprise. Donc au final, la question qui est plus intéressante d'aller chercher, la question qui est plus intéressante de se poser, plutôt que de chercher à identifier ce qui fait le bon leadership, puisqu'on sait, depuis très longtemps, à quoi le bon leader ressemble, ça va être de comprendre pourquoi les leaders de nos entreprises, ressemblent tout simplement à ça. Pourquoi, alors qu'on sait pertinemment, à quoi ressemblent les bons leaders, ce n'est pas ces personnes, qu'on recrute dans nos entreprises et pourquoi on continue à promouvoir des personnes car, elles sont performantes sur un job, on va dire, plus opérationnel, et pas forcément car elles ont le potentiel pour ce type de rôle. La réponse, tout simplement, elle réside, on va dire, dans un excès de confiance dans notre intuition. Et cet excès de confiance, il fait qu'on va recruter les managers, non pas sur base de leur potentiel, mais sur base de ce qu'on appelle en psychologie nos théories implicites de leadership. Donc les théories implicites de leadership, c'est quoi? C'est tout simplement on va dire
des conceptions mentales et inconscientes qu'on a tous, et qui sont totalement naturelles, sur ce qui fait les bons leaders. Donc vraiment, c'est tous les attributs qu'on va inconsciemment et de manière, totalement stéréotypée, attribuer aux leaders. Et si on s'intéresse aux théories implicites de leadership, elles vont, on va dire, graviter autour de, quelques grandes notions, qui vont être celles qui sont sur cette slide, donc la force, la tyrannie, le charisme et la masculinité. On a d'ailleurs des études assez récentes qui datent de, 2019 ou 2020, si je me souviens bien, qui ont montré que ces, théories, donc ces théories implicites de personnalité, elles n'avaient pas bougé depuis plus de 20 ans malgré, on va dire, les évolutions sociétales et organisationnelles. Donc grosso modo, en nous basant sur notre intuition, on va recruter les leaders, et les managers de demain pour un besoin de correspondance à ces théories implicites de leadership et pas sur base de leur potentiel réel. Et donc ça, ce qui fait, on va dire, aujourd'hui, l'émergence des leaders, c'est au final des critères qui sont totalement différents de ce qui fait leur performance. On a même des études qui ont montré, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que l'agréabilité, permettait de booster la performance des managers et des leaders. On a même des études qui montrent que même si l'agréabilité permet la performance, elle va être elle va, on va dire, empêcher les leaders d'accéder à des postes de manager puisque, même si elle booste la performance, ben, on a tendance à recruter des leaders et des managers qui ont des scores plus faibles, sur ces dimensions-ci. Donc vraiment, gardez en tête qu'aujourd'hui, dans les process de recrutement de managers, les critères qui font leur émergence, sont totalement différents des critères qui font leur performance réelle. Et tout ça, ça va m'amener à, privilégier et à promouvoir des personnes, heu, où on va davantage mettre en avant, on va dire, l'excès de confiance ou plutôt la confiance en soi, plutôt que la compétence réelle. Également le narcissisme et in fine, on va aussi privilégier, les hommes, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais pareil, si on prend les dernières études de LinkedIn, on se rend compte que plus on va monter dans la hiérarchie, de management, moins on va retrouver de femmes, avec à peu près uniquement 20 de femmes qui sont présentes, dans les comités exécutifs, des entreprises. Et en somme, du coup, nos méthodes de sélection actuelles des, managers discriminent surtout la compétence et le potentiel réel. Et si on veut avancer, il y a 2 questions à réellement se poser. La première, c'est comment recruter des managers qui vont être efficaces dans votre contexte spécifique? Comment, en quelque sorte, dépasser votre intuition pour réellement identifier, le potentiel de leadership de vos candidats ou en tout cas de vos personnes en interne? Et la seconde question, ça va être comment accompagner, vos managers dans leur exercice managérial au quotidien? Comment faire en sorte que chacun soit en situation d'exprimer son plein potentiel et d'accompagner au mieux ses équipes et ses collaborateurs? Et pour répondre à ces questions, je vais vous proposer un processus, en 4 étapes. Process qui est basé sur un constat important qui est que même s'il existe une substance universelle au bon leadership, qui est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, il faut tout de même garder en tête que le leadership c'est avant tout un process d'adaptation à une culture d'entreprise, à soi-même, et aussi aux autres. Donc gardez bien ça en tête quand je vais vous présenter ces 4 étapes, mais je ne manquerai pas de toute façon de vous le remettre en tête. 1re étape, du coup, ça va être d'identifier les critères de réussite des managers chez vous, dans votre contexte particulier. C'est-à-dire que dans votre contexte spécifique, dans votre entreprise, votre culture, les bons leaders seront peut-être sensiblement différents des critères que je vous ai présentés un peu plus tôt. Donc pour identifier les traits de personnalité qui font les bons managers dans votre contexte, 2 stratégies principales. Soit vous savez déjà quel modèle de leadership fait la réussite dans votre contexte, ou alors vous avez en tête, on va dire, un style de leadership que vous voulez promouvoir dans votre contexte. Par exemple, si on se base sur les études, d'un chercheur qui s'appelle Daniel Goleman, qui a énormément travaillé sur, l'intelligence émotionnelle, il a montré on a grosso modo 6 styles de leadership qui existent, et qui vont être, à adopter ou non en fonction des contextes. Donc des styles de management ou de leadership qui sont davantage orientés vers la tâche, donc c'est les styles directifs, gagneurs, visionnaires, et 3 styles de leadership qui vont être davantage orientés, vers les relations, donc les styles de leadership coach, participatif et empathique. Donc si vous voulez
inculquer ou promouvoir un certain style de leadership dans votre entreprise, ça peut être intéressant de se baser sur ce genre de modèle, on va dire générique, ou d'orientation théorique. Par exemple, je reprends l'exemple, nous, des clients qu'on peut suivre chez Assessors. Il y en a certains qui nous disent: «Bah, OK, je comprends bien que, aujourd'hui les managers dans mon contexte ont certaines caractéristiques, les managers performants ont certaines caractéristiques, mais je veux vraiment, inculquer une autre, on va dire, une autre culture à mon entreprise, m'orienter par exemple vers un mode de management qui est plus participatif». Donc ils vont utiliser plus ce genre de, on va dire, de modélisation théorique, pour faire avancer leur entreprise. Et deuxième solution pour identifier ces critères, ça va être d'utiliser, la puissance, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des outils, simples qui vont, nous permettre d'analyser, de larges échantillons de données en quelques secondes, pour aller vraiment identifier et cerner les critères de performance dans un contexte ultra spécifique. Et tout ça, encore une fois, avec, on va dire, une expérience utilisateur qui est simple et un niveau, d'explicabilité qui est optimal. Par exemple, si je prends, notre exemple chez Assessfirst, vous avez la possibilité de sélectionner un échantillon de managers de votre entreprise. Donc là, par exemple, avec Agathe, Alexandre, les 2 Alexandre, et Alice. Vous avez aussi la possibilité, de les évaluer en termes de performance sur une échelle en 5 points. Donc est-ce que c'est un manager qui a une performance, on va dire, exceptionnelle ou une performance, une performance plus insuffisante? Et derrière, en un seul clic, il y a plusieurs analyses statistiques qui vont se dérouler et ça va vous permettre de dégager ce qu'on appelle un modèle prédictif, qui est en fait une liste des attributs de personnalité et de motivation qui explique la réussite des managers dans votre contexte spécifique, qui ont été, on va dire, isolés à travers l'analyse de cet échantillon. Donc dans cet exemple que j'ai fait pour le webinar, ce qui va permettre la réussite, des managers, c'est tous les traits ici que vous voyez en vert, comme par exemple le fait de prendre l'ascendant sur les autres, d'aller spontanément vers les autres, de persévérer face aux obstacles. C'est aussi des gens qui, vont davantage partager leurs émotions, qui vont avoir une vue globale des choses plutôt que réellement s'attacher à tous les détails. Donc au final, tous les traits de personnalité, que vous allez voir en vert, c'est ceux qui vont être recherchés, et qui vont permettre la performance sur ce rôle de manager. Alors que tous les traits que vous voyez en gris, sont ceux qui ne seront pas pris en compte puisqu'ils n'ont pas d'impact sur la performance des managers. Et au final, même chose pour les motivations, où vous allez retrouver les motivations qui sont des leviers, on va dire, de performance pour ce job. Donc encore une fois, tout ça adapté à votre contexte, mais à partir de l'analyse d'un échantillon de personnes qui travaillent réellement dans votre entreprise. 2e étape du coup, une fois que vous avez identifié les critères de réussite des managers chez vous, ça va être tout simplement d'analyser, de manière la plus objective possible, j'insiste, le potentiel de vos candidats au regard de ces critères. Donc au regard des critères que vous avez identifiés à l'étape précédente. Heu, L'objectivité des analyses que vous allez faire, elle va être hyper importante puisqu'encore une fois, on ne peut pas évaluer le potentiel de leadership d'une personne, sur la base de notre intuition ou sur la base de notre feeling. Il y a même des études qui montrent que plus on a d'expérience en leadership, en management, moins on va être capable d'évaluer le potentiel d'autres personnes sur un rôle de manager. Et analyser objectivement le potentiel d'une personne, pour un poste de manager, ça passe, selon moi, par, l'utilisation de questionnaires psychométriques. C'est aujourd'hui, ce qu'il y a de plus fiable et ça fait plusieurs années que c'est démontré d'un point de vue scientifique. Petite nuance que j'apporte tout de même, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de questionnaires psychométriques, on n'est plus sur, on n'est plus sur des trucs, on va dire, qui vont se faire en 3 ou 4 heures dans un cabinet obscur et poussiéreux d'un vieux psychologue. Tout ça, ça a grandement évolué, avec des outils qui sont davantage gamifiés, qui sont plus précis, et qui aujourd'hui vont vous permettre d'évaluer la personnalité en environ 5 minutes en moyenne. Et une fois que vos candidats au poste de manager auront complété l'assessment de personnalité, vous serez en mesure d'avoir le fit sous forme d'un pourcentage de 0 à 100. Donc fit entre, le profil de la personne et les critères que vous avez identifiés à la première étape. Par exemple, ici, sur l'exemple que j'ai fait pour ce webinar, on a, Fanny,
avec un pourcentage d'adéquation de 82. Donc vraiment un beau fit par rapport au modèle prédictif qui a été créé, ce qui veut dire que, bah, sa personnalité, son mode de fonctionnement, et ses motivations sont pleinement alignées par rapport à celles qui font la réussite sur le poste de manager que j'ai créé pour ce webinaire. Et derrière, forcément, bah, vous pourrez aussi accéder, à des détails sur le positionnement de Fanny, donc ou le positionnement du candidat plutôt au regard de chaque élément spécifique pris en compte dans votre modèle, et donc éléments qui sont importants, je le répète, pour la réussite sur le rôle. 3e, étape du coup, ça va être d'accroître, la connaissance de soi ou, bah, ce qu'on appelle self awareness, de vos managers. Puisque si vous voulez les faire évoluer, c'est hyper important qu'ils comprennent leur propre comportement naturel, leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Naturellement, chacun d'entre nous va être soumis à ce qu'on appelle un biais de supériorité illusoire, qui fait que, bah, chacun se pense meilleur que la moyenne dans de nombreux domaines. Par exemple, si vous demandez à vos, on va dire, à vos 10 amis les plus proches s'ils conduisent mieux que la moyenne, s'ils conduisent mieux que 50 de la population, bah, il y a environ 9 de ces amis sur les 10 qui vont vous dire: «Oui, bah, je conduis mieux que la moyenne». Sauf que c'est forcément, bah, statistiquement impossible. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs études qui nous montrent que 85 des gens, ne se connaissent pas réellement. Et si vous voulez accompagner au mieux vos managers dans leur évolution, avec un plan d'accompagnement qui est, on va dire personnalisé et adéquat, c'est donc un prérequis d'augmenter leur propre connaissance de soi. Et en leur donnant, on va dire augmenter leur connaissance de soi, en leur donnant accès à des informations, qui vont être précises sur, bah, leur mode de fonctionnement, sur comment ils pourraient être plus efficaces, sur, comment aussi ils vont interagir avec les autres, comment ils vont gérer leurs émotions. Donc ça va aussi leur permettre d'identifier leur axe de développement, leurs points forts aussi qui sont plus forcément à développer, et de progresser bah, sur cette fonction de management. Et 4e et dernière étape, qui est aussi, selon moi, une des plus importantes, ça va être d'équiper vos managers pour qu'ils connaissent leurs équipes. Et un message important que je veux vraiment vous partager ou faire passer aujourd'hui, c'est de privilégier la continuité à l'intensité. Je m'explique. En général, aujourd'hui, quand on pense l'accompagnement, des managers, on va surtout penser à des formations qui vont se dérouler sur 2 ou 3 jours, où on a un formateur, une formatrice qui va venir couvrir un programme hyper large et dense sur le management. Et à la fin, bah, chacun va avoir son petit diplôme, tout le monde va être content, et on va retourner au travail. Le problème, c'est qu'en général, ces formations, elles sont trop généralistes et très peu adaptées aux besoins spécifiques, de chaque manager. Moi, je me souviens quand je faisais des formations de ce type-ci, quand je suis sorti d'études et que j'étais en cabinet, au final, je passais plus de temps avec les participants à la formation à la fin, puisqu'ils venaient me poser plein de questions, sur des cas pratiques qu'ils vivent dans leur quotidien. Et donc au final, on va dire la réelle formation se passait après, plus en individuel, où on accompagnait le manager. 2e point, c'est que c'est aussi des formations qui vont être ultra fatigantes. Heu, on va tout oublier, selon la courbe d'apprentissage après 2 mois, et donc au final, ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'intensité et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça marche pas. Vous pouvez prendre pour bien comprendre et illustrer ça, vous pouvez prendre des exemples de la vie quotidienne. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du sport, mais si vous allez dans une salle de sport, et pour vulgariser à l'extrême, je vais aller un peu dans le cliché, mais dans les salles de sport, vous avez 2 types de personnes. Vous avez les personnes qui vont se bouger un peu, on va dire, 2 mois avant l'été et qui vont venir, tous les jours, 3-4 heures par jour en espérant avoir un corps de rêve pour la plage de l'été. Et au final, c'est des gens qui vont venir tous les jours, mais qui vont avoir aucun résultat. Et à l'inverse, vous avez les gens, en général, les gens, moi, par exemple, si je prends ma salle de sport, il y a une personne qui est retraitée, mais qui vient à la salle de sport depuis qu'il est tout jeune, mais qui vient 3-4 fois par semaine, 20 minutes par jour. Et au final, il est taillé, il est taillé de ouf. Donc vraiment, ça, c'est ce que j'appelle la différence entre continuité et intensité, et je vous invite vivement à davantage, miser sur cette continuité plutôt que sur l'intensité. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de plusieurs études. Par exemple, alors que les entreprises ont doublé leur investissement pour la formation des leaders entre 96 et 2012, de manière simultanée, bah, la performance de ces mêmes leaders a significativement chuté, ou en tout cas la confiance que les gens accordent aux managers de l'entreprise a considérablement chuté. Donc au final, un peu même carrément paradoxal.
Et donc plutôt que de céder, on va dire, à ce genre de formation, où chaque manager va suivre un programme standard, et pas forcément, même pas du tout adapté à ses besoins. Souvenez-vous ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que le leadership, c'est avant tout à considérer comme un process d'adaptation, notamment à une personne. Et les études qu'on mène, par exemple, chez Assess First, mais il y en a plein d'autres, dans la communauté scientifique, ben, nous montrent par exemple que, nous ont plutôt on va dire, nous ont permis de mettre en lumière, pardon, que la bonne combinaison de la personnalité du manager et du manager, donc vraiment la bonne interaction des personnalités des 2 personnes, du duo en fait, va permettre d'optimiser la relation entre les 2 et de booster de manière significative la satisfaction, du manager, mais aussi de lui permettre d'exprimer son plein potentiel. Donc encore une fois, je vous invite vivement à privilégier, la continuité, pardon, à la continuité, et à équiper vos managers avec des outils qui vont leur permettre de réellement connaître, leurs équipes, de comprendre leurs équipes, et de les accompagner au quotidien. Donc vraiment déjà comprendre la compatibilité naturelle entre un manager et un collaborateur, comme ici l'exemple entre, Mélina et moi où le fit est parfait et devrait grandement, on va dire, faciliter la relation managériale. Comprendre aussi quels sont les styles de management recherchés par le collaborateur et quels sont les styles naturellement exprimés par le manager. Et surtout, donner à vos managers des leviers qui sont simples et directement actionnables. Donc des leviers managériaux qui concernent le type de tâche à confier à la personne, le type de reconnaissance que ce collaborateur va aussi rechercher. Est-ce que ça passe davantage par de la reconnaissance, on va dire, financière, de la rémunération, ou alors plus par des feedbacks positifs, ou alors de la mise en avant auprès d'autrui. Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper spécifiques à chacun et qui vont, on va dire, qui vont atteindre et qui vont engager la personne de manière différente. Ou encore des insights, des leviers sur comment provoquer son adhésion, comment présenter un message pour que la personne adhère, pour que la personne se sente engagée et concernée par le projet. Et c'est au final cette ultra personnalisation, on va dire, qui va vraiment permettre à vos managers d'engager leurs équipes au quotidien. Heu, la conclusion de tout ça, c'est que si aujourd'hui et demain, vous voulez accroître la compétence de vos managers et de vos leaders, ça commence déjà par vous poser les bonnes questions, à savoir comment les sélectionner sans biais et surtout comment les accompagner au quotidien, plutôt qu'en format one shot. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais reprendre tout de suite le chat pour voir s'il y a des questions. Il y a eu quelques questions. Nickel. Il y a beaucoup de gens qui demandent, des fois tu as employé le terme de leader, des fois le terme de manager. Est-ce que pour toi c'est la même signification? Alors là, oui, je l'ai utilisé de manière interchangeable puisque selon moi, les problématiques sont les mêmes pour des leaders, pour des managers. Je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte. En plus, on demande aussi aujourd'hui à beaucoup de managers de plus être forcément uniquement sur cet aspect opérationnel, mais aussi d'être en capacité, d'accompagner du changement, de partager une vision et cetera. Et nous, on peut le voir aussi sur tous les modèles qu'on crée avec des clients. Aujourd'hui, il y a un overlap qui est énorme entre, je recrute des leaders, je recrute des managers. C'est pour ça que j'utilise le terme de manière interchangeable puisque selon moi, même si on va avoir parfois des différences à la marge, le process de sélection reste le même, les challenges restent le même. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est applicable selon moi pour ces 2 types de postes, mais après aussi pour tout autre type de poste. Le fait de capitaliser sur la personnalité et les comportements plutôt que sur l'expertise. Aujourd'hui, quel que soit le type de poste, ça a été démontré par la science comme un levier de performance et d'épanouissement. Donc oui, j'ai utilisé les 2 de manière interchangeable. Alors, il y a Audrey qui demande comment on fait évoluer ce modèle prédictif dans le temps en cas de nouvelle stratégie de l'entreprise, nouveaux objectifs, nouvelle culture d'entreprise, pourquoi pas? Alors, il y a 2 choses et je vais vous prendre 2 exemples, avec, 2 clients qu'on a chez SS First. La première stratégie, ça va être, d'alimenter votre modèle prédictif au fur et à mesure. Par exemple, on suit un gros client dans le secteur bancaire qui, on va dire tous les 6 mois, va rajouter les personnes qu'il a recrutées sur un poste, dans l'outil. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, vous pouvez très bien rajouter des personnes au fur et à mesure.
ce client va les évaluer et va voir son modèle prédictif évoluer, on va dire, un peu tous les 6 mois. Donc forcément, ça évolue pas grandement puisque, les changements, plus on va rajouter de personnes, plus aussi le modèle va devenir stable, mais ça permet de le faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est tout l'objectif de la démarche, c'est de commencer avec, l'échantillon de personnes que vous pouvez intégrer à ce modèle-ci. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 10, ça peut être déjà 100, mais ce qui est important de comprendre, ça va être de le faire évoluer et plus vous allez recruter, plus vous allez aussi, voir des personnes quitter votre entreprise, plus vous allez pouvoir dire au système: «Bah, voilà, j'ai recruté cette personne, elle est performante, elle n'est pas performante et cetera. Celle-ci, elle est partie» et le système va apprendre au fur et à mesure et proposer un modèle prédictif qui est de plus en plus précis. Et deuxième chose, ça va être que même si l'outil, on va dire, vous propose un modèle, vous avez totalement la main pour, venir un peu le personnaliser, rajouter des dimensions par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est ce qu'on a fait avec d'autres clients où ils nous disaient, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils nous disaient: «Bah, OK, sur base de vos constats, le manager qui fonctionne bien dans mon contexte aujourd'hui, c'est ce manager-ci, il a tel trait, tel trait, tel trait, tel trait. J'entends bien, mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie d'inculquer cette culture, du participatif, de consulter avant de décider, des choses comme ça. Même si ça va me couper de bons leaders dans mon contexte actuel, je veux vraiment promouvoir cette culture» et donc on a créé un modèle spécifique justement avec lui pour, l'orienter vers cette culture-ci, et l'aider à recruter des managers qui ont ce mindset-ci et qui vont lui permettre, d'atteindre cette culture dans quelques années. Donc il y a vraiment ces 2 stratégies, mais le modèle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va aussi vivre avec votre entreprise, avec son évolution, avec aussi l'évolution de votre culture et ce que vous voulez inculquer. C'est pas un modèle one shot et c'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure. Il y a Laurence qui nous disait: «Quel est votre avis sur le déploiement des people reviews menés par le middle management sur le périmètre des équipes afin que le manager soit amené à réfléchir sur la population qu'ils ont à manager?» En gros, l'idée, c'est de dire: «OK, ça, ce système d'évaluation, très bien, mais est-ce qu'il se suffit à lui-même?» Alors, pour moi, déjà, il suffit à lui-même. Je pense que, si chaque entreprise avait ce système d'évaluation, ça serait déjà une avancée énorme. Aujourd'hui, on va dans bon nombre d'entreprises, il y a aucune évaluation, et quand il y a des évaluations, elles sont parfois très peu fiables, puisque fortement influencées par nos biais cognitifs, par nos préférences et cetera. Donc je pense que, forcément, on peut aller encore plus loin, mais avoir ce genre d'évaluation, même si c'est des évaluations simples. Moi, par exemple, pour créer des modèles prédictifs qui sont fiables, je recommande toujours déjà de commencer par du binaire. Est-ce que la personne est performante ou non? Il y a pas forcément parfois besoin d'aller sur des échelles, par exemple, en 10 points pour avoir plein de nuances. Aujourd'hui, si on a une information sur est-ce que la personne est performante ou non, ça permet déjà de grandement avancer. Donc est-ce que ça suffit à soi-même? Je pense pas, mais c'est déjà une base que toutes les entreprises n'ont pas, et commencer par là, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et puis finalement, c'est assez factuel et c'est assez simple et rapide à déployer. Alors Exactement alors que les et après people reviews, c'est, bien souvent, quelque chose qui est difficilement accepté par les managers, difficilement accepté par les collaborateurs, qui prend beaucoup de temps, et dont les, datas sont, généralement assez peu, analysées. c'est ça le problème, hein et en général, on s'en rend compte aussi de notre côté, c'est que encore plus l'entreprise est grosse, plus en plus ça va se faire avec des fichiers Excel et cetera qui vont être hyper lourds au final. Les RH vont courir après tous les managers pour avoir les évaluations, des choses comme ça. Et au final, soit ça va pas du tout être analysé comme tu le dis, soit ça va être analysé 6 mois, 1 an après l'évaluation et le contexte aura totalement changé et au final ça servira plus à rien. Donc vraiment, moi, ce que je recommande, c'est, d'aller vers le plus simple possible, puisque plus on va vers le plus simple, plus ça sera au final, et c'est peut-être contre-intuitif, mais plus ça sera efficace et plus vous allez être en mesure de l'utiliser. Mais après, c'est sûr que même quand on parle d'évaluation, je pense que c'est important de bien cadrer aussi, les échelles de mesure, puisqu'encore une fois, vous pouvez prendre 2 managers qui vont évaluer la même personne, vous allez avoir des évaluations qui vont être différentes. On a même des études,
qui sont sortis très récemment, qui nous ont montré que juste le fait de changer l'échelle, par exemple une échelle en 6 points ou une échelle en 10 points, allait considérablement augmenter les biais liés au genre quand on passait sur une échelle en 10 points. Tout simplement parce que inconsciemment, on pense que le 10 est uniquement atteignable par un homme, parce que c'est vraiment la perfection. Donc c'est totalement bullshit, mais inconsciemment, le cerveau va penser ça. Et juste le fait de changer l'échelle et la passer en 6 points, ça va limiter les biais de genre. Donc ouais, je pense que aller vers le plus simple possible et expliquer ce qui se cache derrière chaque niveau de mesure pour encore une fois limiter au maximum l'intuition dans cette évaluation et vraiment se centrer sur du factuel et de l'objectif. Alors, du coup, moi, je vois ça un peu en tant que manager, comme un peu une checklist de tips par collaborateur que je vais devoir appliquer. La question maintenant, c'est est-ce que ça marche dans les deux sens? Ça permet aussi aux salariés de manager son manager? Alors, si aujourd'hui, c'est vrai que nous, par exemple, chez Salesforce, on ne propose pas directement, par exemple, tu vois, le le fait que le salarié ait directement les informations sur son manager. Mais par contre, on le fait dans un autre contexte qui est, le recrutement de candidats. Par exemple, on va, et dans le futur, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux candidats des éléments de compréhension sur comment, quel est le style de management de son manager, des choses comme ça, pour que ce candidat, se dise aussi, se pose des bonnes questions, se dise: «Est-ce que c'est vraiment un style de leadership qui est adapté à moi? Est-ce que ça va me plaire?» Comme tu le disais, aujourd'hui, on quitte surtout, un manager plutôt qu'une entreprise. Donc selon moi, ça fonctionne aussi dans les 2 sens, tu vois? Le manager doit avoir des informations sur comment manager la personne, mais on doit aussi être en mesure d'informer le candidat, et d'être honnête avec lui sur, quel type de management il va retrouver s'il prend ce job, au-delà des missions, de la culture d'entreprise et cetera. Donc aujourd'hui, concrètement, on ne permet pas dans l'application, mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, à l'avenir, justement pour apporter cette information. Après, on a quand même des clients qui vont utiliser l'outil, mais plus, on va dire, avec leurs propres responsabilités. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont évalué toute leur équipe, ils vont mettre en place, soit des petits séminaires, des petits groupes de travail et cetera, pour justement que, le manager présente ses styles de leadership, que les salariés le comprennent et cetera et qu'ils apprennent in fine à savoir comment travailler ensemble, que ça soit dans une relation 2 à 2, mais aussi en tant qu'équipe. Mais ça, après, ça va être la responsabilité, on va dire, de l'entreprise de partager les résultats et aussi la responsabilité individuelle d'accepter de partager ses résultats avec d'autres personnes. Nous, on ne va pas le permettre directement et chacun, on va dire, est réellement propriétaire de sa donnée. Après, si par exemple, tu veux la partager, c'est possible, mais on va pas le permettre, on va dire, directement, et on ne va pas donner d'informations sur les managers aux collaborateurs directement. Alors, il y a une chose qui est assez vraie là dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit: «Ne pensez-vous pas qu'avant de faire des cours sur le management, il faudrait déjà accompagner les personnes à se connaître en tant que soi-même et ce qui définira le futur manager?» Pour moi, cette partie connaissance de soi et c'est ce que j'ai dit dans le webinaire, elle est hyper importante. C'est même la base de tout process de développement. S'il y a pas cette connaissance de soi, on n'ira pas bien loin. Donc j'insiste vraiment que si aujourd'hui on veut faire évoluer les managers et les leaders, la base, c'est justement on va dire, de faire grandir cette connaissance de soi. Que ça soit côté manager, mais aussi côté de la personne qui va, accompagner ses managers. Pareil, on a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, et dans le fond, ce qui est le plus efficace pour faire progresser les leaders, dans le coaching, c'est pas la méthode de coaching en elle-même, c'est pas le contenu, ça va être, la personnalité du coach, en fait. Et si la personnalité du coach, elle est adaptée, au manager que le coach va suivre, il y aura de bien meilleurs résultats et aujourd'hui, c'est peut-être le premier facteur qui va permettre la réussite, des programmes de coaching. Donc pour moi, c'est vraiment un double sens, connaissance de soi au niveau individuel, au niveau de la personne qui veut progresser, et aussi, connaissance on va dire de l'autre, pour vraiment, s'adapter à ses besoins et entrer dans on va dire créer une harmonie qui va permettre l'efficacité du duo. Il y a Dominique qui demande ce que tu conseilles en termes d'accompagnement des managers dans le développement de leur esprit critique. Alors, là, on va dire, c'est compliqué, et c'est un des gros problèmes des programmes de coaching, c'est qu'aujourd'hui,
on va dire ceux qui en ont le plus besoin, sont ceux qui sont le moins réceptifs au programme de coaching et à l'inverse, ceux qui en ont le moins besoin sont les plus réceptifs. Heu, mais pour moi, ça passe pour on va dire mon conseil, c'est déjà de se baser sur le processus en 4 étapes que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc commencer par la phase de connaissance de soi et vraiment mettre la réalité des choses, sous les yeux du manager à travers des outils fiables. Par exemple, là, si je prends l'exemple d'Assess First, nous, chaque personne va pouvoir passer le questionnaire et derrière avoir un feedback instantané sur ses points forts, ses points à développer et vraiment la réalité des choses et on va dire, ça va nous permettre de mieux comprendre le gap entre, qui je pense être et qui je suis réellement. 2e étape, la mise en place, plutôt le fait de déterminer les points à améliorer et les points à développer. 3e étape, ça va être l'accompagnement au quotidien et 4e étape, une évaluation, on va dire, des progrès, que je recommande par 360, par exemple. Pour vraiment avoir cette perception de comment je suis perçu par les autres et comment mes équipes me perçoivent. Et après pour le développement de l'esprit critique, ce qui marche le mieux aujourd'hui d'un point de vue, scientifique, c'est ce qu'on appelle, les approches cognitivo-comportementales. C'est-à-dire vraiment travailler avec la personne sur, on va dire, pour l'expliquer simplement, c'est travailler avec la personne sur, une reformulation de la réalité, c'est-à-dire partir d'un contexte, partir d'une situation professionnelle, Des mises en heu situation, en fait. Ouais, savoir comment la personne elle a vécu, comment elle a répondu et lui faire, on va dire, travailler avec elle pour faire émerger plein de scénarios, on va dire, alternatifs de résolution de cette situation. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, encore une fois, d'un point de vue scientifique pour faire progresser les managers, pour développer leur esprit critique. Donc je vous invite vraiment à miser sur ce genre d'accompagnement, pour développer leur propre esprit critique. Mais la meilleure, façon, en fait, le point de base, je pense, de toutes ces questions, c'est la prise de conscience et la prise de conscience, la meilleure technique pour faire prendre conscience à un salarié ou à un manager d'un type de comportement. Enfin, moi, j'ai déjà assisté à des séances comme ça. C'est des mises en situation. Alors, pas forcément des mises en situation qui sont propres à l'entreprise, mais comme tu l'as dit, qui peuvent être propres à l'entreprise et qui peuvent être aussi, des scénarios différents pour voir comment la personne réagit et évidemment tout ça filmé. Ensuite, on puisse débriefer avec la personne et lui montrer comment elle a réagi. Parce que bien souvent, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte de son état et ensuite, quand on le voit a posteriori et qu'on se dit: «Mais c'est pas m c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai réagi comme ça». Là, c'est des techniques qui permettent, justement cette prise de conscience. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aymeric, mais moi j'avais trouvé ça assez efficace. Non, non, je suis d'accord et il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans ce sens-ci et qui ont prouvé leur efficacité, notamment au niveau collectif. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'on appelle l'atelier de co-développement, où en fait, ça va être le même système que tu décris, Christophe, sauf que ça va se faire en groupe. C'est-à-dire que quelqu'un va arriver avec une problématique et charge au groupe de l'aider à trouver des solutions et on va dire ce regard de l'autre, c'est-à-dire avoir du feedback de l'autre, ça va être aussi un levier pour améliorer la connaissance de soi, mieux se connaître et apprendre à se développer, à progresser tout simplement. Tout à l'heure, on avait une question, on y a déjà partiellement répondu, qui était, le parallèle entre ce que tu as présenté ce matin et l'application, justement, dans le contexte d'un processus de recrutement. Ouais. Mais bon, c'est la même démarche, en fait, hein. Pour un process de recrutement plus général? Ouais, bah, pour constituer une équipe qui match, c'est à peu près ce qu'on a vu de toute façon, ce qui Ah oui, fonctionne. oui, clairement. Après oui, je vous ai pas tout présenté, mais vraiment ce que je vous ai dit, c'est applicable pour tout, déjà la création de modèles prédictifs, vous pouvez le faire sur n'importe quel type de poste, que ça soit un poste d'ingénieur, un poste de sales ou autre. C'est-à-dire que, une fois que vous êtes en mesure d'évaluer, les personnes en termes de performance, les algos vont être en mesure, de mieux comprendre les traits de personnalité qui font la performance, donc vous pourrez exactement faire la même chose et après ce que je vous ai dit aussi sur, on va dire, la bonne combinaison des personnalités de chacun, ça marche aussi à un niveau, on va dire
de collaborateurs entre eux de même niveau hiérarchique. C'est ce qu'on appelle l'affinité professionnelle entre 2 personnes et aujourd'hui, pareil, sur base de la personnalité, on est en mesure de savoir, quel va être le potentiel d'affinité entre ces 2 personnes. Donc ça ne veut pas dire que si on a une affinité de 0 entre les 2, ça va aller droit dans le mur. Ça veut juste dire que les personnes ont des modes de fonctionnement qui sont totalement différents, qui sont peut-être ultra complémentaires, mais ça va être aussi, votre but, de faire émerger ça, de le mettre sous les yeux des personnes pour, au-delà de se dire, la personne n'a rien compris puisqu'elle ne partage pas mon point de vue. C'est plutôt comment l'autre personne a abordé le problème, comment elle voit les choses, quelle est sa personnalité, comment elle anticipe les choses et comment moi aussi je peux m'adapter pour que ça matche en fait. Donc on a aussi développé des algorithmes d'affinité qui vont vous permettre de mieux comprendre ça. Selon différents types de comportements au travail, c'est-à-dire comment les personnes appréhendent l'innovation, comment elles appréhendent le changement, comment elles préfèrent travailler en groupe, des choses comme ça. Et juste avoir ces indicateurs de comment fonctionne l'autre, ça permet déjà de considérablement améliorer la qualité des relations collaborateurs-collaborateurs. Et Maryse qui fait une petite objection à ce que je disais tout à l'heure, qui dit: j'ai vécu la prise de vidéo, le risque, c'est de ne pas être soi et jouer encore un rôle sous la vidéo. Oui, alors après, tout dépend de la durée de la session, mais par exemple, quand on est sur un assessment qui dure une journée, en général, les collaborateurs, effectivement, au départ, vont essayer de forcer un peu le trait, mais au bout d'un moment, les personnes finissent par s'oublier quelque part, hein. Puis après, on peut faire un système à la Love Story, hein. On vous met des caméras, on vous dit pas que vous êtes filmé. Il y a plusieurs techniques. Je voyais quelqu'un qui parlait de l'approche avec des chevaux, pourquoi pas? Il y a plusieurs systèmes de mise en application. Alors, il y a Camille qui dit: pouvez-vous expliquer en quoi cela consiste? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Camille, si vous pouvez préciser. Je pense qu'elle parle de la mise en situation, ce que je disais avec les chevaux. Je Ok, t'avoue que je ne connais pas l'approche pas des grand chevaux. Ok. ouais. Bah, moi, je connais l'equi-coaching. Après, c'est une technique comme une autre, mais je ne vais pas faire de la pub. Moi, j'ai peur des chevaux, donc déjà, ça va être compliqué pour moi. C'est un animal qui m'inspire pas confiance. Donc après, c'est propre à chacun. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des choses qui vont marcher pour certaines personnes, d'autres moins. Et comme on l'a dit, je pense que la première étape, l'étape fondamentale avant de se demander comment on va résoudre un problème, c'est déjà de faire en sorte que chaque individu ait une parfaite conscience de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de ses attentes, de ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire, que ce soit un salarié ou un manager, hein. On discutait récemment sur une conférence du sens au travail, par exemple, des managers, et je ne me rappelle plus de la stat, mais il y avait une stat qui était assez parlante et même flippante, qui révélait qu'en fait, il y a beaucoup de managers qui ne voulaient pas être managers. Et ils le sont parce que on leur a proposé une promotion avec un salaire et ils ont accepté le poste parce qu'ils ont accepté le salaire, hein, naturellement, mais à aucun moment ils n'avaient envie de devenir manager. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Il y a aussi des problèmes de management qui sont liés à des problèmes de positionnement de certains salariés dans la hiérarchie de l'entreprise. Mais clairement, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on va voir la promotion vers un poste de management on va dire que comme une récompense pour des bonnes performances et tu vois, ça se voit beaucoup sur les équipes sales, par exemple. C'est-à-dire que le commercial ou la commerciale qui dépasse ses objectifs, on va lui proposer un poste de manager, parce qu'elle est bonne sur son job. Sauf que Ouais, derrière, si cette personne, comme tu dis, soit a pas la structure psychologique pour assurer sur un poste de manager ou, a pas envie tout simplement, ça ira droit dans le mur. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'une personne fait bien son job que forcément elle sera efficace sur un poste de manager, puisque ça va être des rôles et des métiers qui sont totalement différents et qui vont appeler des structures psychologiques, des traits de personnalité, des motivations qui vont être parfois totalement différents. ouais. Ouais, tu as raison, c'est le meilleur exemple, hein. Le ou la top commercial qui devient DIRCO, c'est pas forcément évident en fait, hein. Clairement.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'on a dépassé l'heure de fin, mais si vous avez encore une ou 2 questions, on les prendra avec plaisir. Nadia est tout à fait d'accord avec nous. Merci Nadia. Dominique, quand on a peur, ça marche encore mieux. OK, mais les élèves ne sont pas bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, carrément. De toute façon, si vraiment après vous avez d'autres questions qui viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, Christophe et moi, sur LinkedIn. On sera ravis de répondre et j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Ah, on va prendre la dernière question de Caroline. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre, mais c'est une question qui est extrêmement d'actualité. Comment motiver un collaborateur qui sait que son métier disparaîtra dans quelques années? Et ben là, c'est quasiment tout l'enjeu du monde du travail actuel. C'est la question que tout le monde risque de se poser dans les mois, les années à venir. Après, je pense qu'au-delà, au-delà du métier en lui-même, Bah, en fait, c'est la réponse, c'est à l'entreprise de l'apporter en développant ses collaborateurs, en maintenant l'employabilité de ses salariés, en les accompagnant dans la transformation des métiers. ouais, mais Quelqu'un qui est justement, en entreprise, c'est on enfin, parle c'est on parle beaucoup des métiers qui vont disparaître, mais selon moi, il y en a autant qui vont apparaître. Un exemple tout bête, c'est là, ChatGPT. Il y a déjà des annonces de jobs à 300 000 $ aux États-Unis pour les personnes qui vont rédiger les prompts là à mettre dans le ChatGPT. Donc au final, forcément, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a aussi beaucoup qui vont apparaître. Et pour moi, pour répondre à cette question, ça passe par un autre problème sous-jacent, c'est, de davantage, on va dire, valoriser le potentiel comportemental et on va dire, intellectuel d'une personne plutôt que son expertise réelle. Puisqu'encore une fois, aujourd'hui et vous le dites bien, aujourd'hui personne ne peut vous dire dans, 2, 5 ou 10 ans, quelles compétences métiers seront importantes. Par exemple, si on prend l'exemple de 2020, personne n'aurait pu conclure ou en tout cas prédire que la compétence métier numéro 1 et ça c'est pas une blague, c'était le recrutement alors je sais pas comment on appelle ça, mais les gens qui faisaient les tests Covid et la compétence principale, c'était de mettre un coton-tige dans le nez des gens, tu vois, pour faire un test Covid. Et au final, quand face à cette incertitude, on va dire le meilleur pari à faire selon moi, c'est de miser sur, les personnes qui seront en mesure, qui auront la capacité, mais aussi la volonté de développer ces compétences quand elles seront identifiées et devenues nécessaires. Donc pour moi, accompagner déjà les collaborateurs dans cette transition de, bah, mon métier va peut-être disparaître dans, 2, 5 ou 10 ans, c'est, déjà leur faire comprendre que, bah, ils sont pas leur métier, ils sont pas leur expertise technique. Si on se recentre vraiment sur qui est la personne, c'est, bah, comment elle va se comporter, qu'est-ce qui la motive au plus profond d'elle, comment elle réfléchit, comment elle prend des décisions et cetera. Déjà, c'est qui est la personne réellement et c'est des facteurs qui sont beaucoup plus explicatifs de la réussite et de l'épanouissement. Donc je pense qu'il y a un switch à faire, même niveau collaborateur à ce niveau-ci, pour bah, s'extirper un peu de cette vision. Aujourd'hui, je fais ça, c'est mon métier, donc bah, je vais faire ça toute ma vie. Et plutôt amener le collaborateur et la collaboratrice à comprendre bah, qui elle est réellement, comment elle peut vraiment découvrir et exploiter son potentiel et bah, découvrir d'autres métiers qui sont pleinement faits pour cette personne-ci, qu'ils existent déjà ou qu'ils existeront dans 5 ou 10 ans, quoi. super. Bonne conclusion, Aymeric. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne Merci journée. Ce webinaire, à vous le retrouverez sur MyRH Line, demain. Est-ce qu'on peut mettre les slides aussi, Ouais, carrément, pour avec accompagner plaisir. le replay? Super. Avec plaisir. Et ben, je vous souhaite Merci, à toutes et à tous une bonne journée. Salut Aymeric, à bientôt. salut.